Bien, bonjour à tous et donc bienvenue dans ce cinquième webinaire qui va porter aujourd'hui sur réalité virtuelle pour le diagnostic des troubles cognitifs. Donc on va pas pouvoir tout voir ce qu'on a à voir parce que c'est quelque chose qui est extrêmement long. Il pourrait y avoir plusieurs heures de vidéo, donc je vais essayer de condenser ça assez rapidement pour que vous puissiez au moins avoir quelques notions. Et si vous vous posez la question de savoir est-ce que je peux utiliser la réalité virtuelle pour faire du diagnostic dans mes troubles cognitifs, l'objectif justement de ce webinaire, c'est que vous puissiez avoir des éléments de réponse ou en tout cas des pistes de réflexion pour vous. Après, je vous encourage bien sûr à aller plus loin ou si vous le souhaitez, on peut engager les discussions à ce niveau-là. J'ai essayé de vous présenter un peu des outils qui étaient disponibles. C'est pas évident parce que je vous expliquerai au fur et à mesure. C'est pas facile de trouver de véritables outils de diagnostic. Les outils d'évaluation des fonctions cognitives, c'est beaucoup plus simple. Il y a toute une différence. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Mais après, la question, c'est de savoir pourquoi utiliser des outils de réalité virtuelle qui semblent être, je dis bien qui semblent être, plus compliqués à utiliser ou à mettre en place comparativement à des tests papier-crayon qu'on a l'habitude d'entendre. Si jamais vous avez un problème de son, vous me le dites. Ou si vous n'avez pas de problème de son, vous me le dites aussi. Vous me dites un petit OK. Normalement, j'ai testé avant, mais c'est bon. Mais voilà, un petit retour. Au moins, je serai serein par rapport à ça. Et puis comme ça, on va pouvoir commencer directement en rentrant dans le vif du sujet. Alors, pour le sommaire du jour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit résumé quand même déjà je ne vais pas dire qu'est-ce que la réalité virtuelle, on est déjà au cinquième webinaire maintenant. Ceux qui prennent un peu le train en marche, n'hésitez pas, il y a déjà 4 autres webinaires qui sont disponibles. Le premier reprend les éléments globaux, mais je vais vraiment faire un petit résumé un peu en une diapo de la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Ensuite, on va vraiment voir l'intérêt de la VR dans l'évaluation cognitive. On va surtout reprendre les principes de la neuropsychologie 1.0 et pourquoi il faut tendre vers une 3.0 et donc qu'est-ce que la 2.0. Est-ce que la VR, elle permet de mieux discriminer des troubles cognitifs? Est-ce qu'elle est plus sensible? Et est-ce qu'elle permet également la détection de troubles précoces, donc de manière précoce par rapport à une prise en charge classique? Donc ça, ça va être le cœur d'aujourd'hui. Et ensuite, on verra quelques exemples d'outils de diagnostic en réalité virtuelle ou des exemples un peu plus concrets tout au long de ce webinaire. Alors, donc, je résume toujours, hein, la VR, c'est vraiment un ensemble de techniques qui peut maintenant s'appuyer sur la technologie pour créer un environnement virtuel. Cet environnement peut être modulé par l'activité de l'utilisateur et répondre à la stimulation de ses sens afin de recréer un comportement cognitif similaire au comportement naturel. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir vraiment utiliser la réalité virtuelle pour faire du diagnostic, puisque notre comportement cognitif dans l'univers virtuel est le même, ou en tout cas est plus proche d'un comportement naturel dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc, pour y arriver, il faut favoriser l'immersion et l'interaction au travers des interfaces. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué bien avant. Mais voilà, donc je rappelle quand même que par rapport aux interfaces en réalité virtuelle, vous avez plusieurs possibilités. Soit du totalement immersif, où vous allez plutôt utiliser les casques de réalité virtuelle, soit du semi-immersif, où vous allez utiliser des grands écrans, des vidéoprojecteurs, etc. Ou alors du non-immersif, à savoir tout simplement un écran d'ordinateur en plein jour. Enfin voilà. Ça au moins les bases sont faites. Alors, on va vraiment voir là maintenant l'intérêt de la réalité virtuelle dans l'évaluation cognitive. Donc, quels sont vraiment ses intérêts et comment on va aller de la neuropsychologie 1.0 à la 2.0 puis vers la 3.0. Donc, il faut savoir que je pense qu'on doit avoir une majorité de neuropsychologues ou de professionnels de la cognition ici aujourd'hui. Mais la neuropsychologie, elle s'intéresse vraiment aux relations cerveau-comportement et elle contribue au diagnostic de diverses pathologies comme des troubles acquis, développementaux et dégénératifs. Donc elle permet de donner une estimation quantitative et qualitative de la cognition à un instant T. Donc je prends mon patient, je le mets dans le simulateur ou en tout cas dans une situation donnée et je serai capable de pouvoir sortir une estimation de son état cognitif ou d'une fonction cognitive à l'instant auquel je le mesure. Donc cette évaluation, plutôt l'évaluation traditionnelle, elle est souvent exhaustive, donc c'est plutôt avec une batterie de tests qui sont standardisés de type laboratoire, où
ouais, pas forcément papier crayon, puisqu'on peut utiliser aussi des évaluations standardisées par ordinateur, mais en tout cas, le type laboratoire veut dire standardisé, c'est-à-dire en ne laissant pas de place à l'environnement extérieur ou à des perturbations extérieures. En fait, le problème aussi, c'est que ces tests ne sont pas toujours bien reliés au fonctionnement de la vie de tous les jours. C'est ce qu'on va dire, qu'ils sont plutôt non écologiques. Je vais reprendre des exemples classiques. Quand vous utilisez un bloc de Corsi, par exemple, on va plutôt essayer de faire quelque chose qui est qui fonctionne comme la fonction cognitive, mais vraiment dans un cadre très spécifique, très fermé, un peu comme si d'autres fonctions cognitives ne pouvaient pas venir interférer dans le diagnostic. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas écologique parce que c'est rarement des situations qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Ça peut, mais si on prend un autre exemple, de l'exemple de la table, par exemple, où vous avez ce point central que vous devez fixer et à chaque fois donner quand il y a un changement de lettre, et en même temps détecter des comptes à rebours de manière extérieure. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Enfin, c'est des situations qu'on ne rencontre pas. C'est une fonction cognitive qu'on utilise, mais des situations qu'on ne rencontre pas. C'est donc bien non écologique. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, l'approche écologique en neuropsychologie, elle est importante et elle vise à développer de nouveaux tests qui permettent de faire de meilleurs liens entre l'évaluation de type laboratoire et la vie réelle, à savoir conserver améliorer la validité écologique, mais conserver la validité scientifique. Tout le contrôle. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment intéressant d'intégrer ces connaissances, donc tout ce qu'on sait sur les fonctions cognitives, dans des situations de la vie réelle qui permettent à la fois de constater la compensation et la superposition de troubles cognitifs. Par exemple, des gens qui ont des troubles de la mémoire de travail dans une situation en laboratoire ne l'auront peut-être pas dans leur quotidien parce qu'ils vont pouvoir compenser, ou bien ce trouble va venir se superposer à un autre trouble qui était peut-être minoré en laboratoire, mais qui va poser un problème et qui va handicaper la personne dans son quotidien. Et ça, généralement, les tests papier-crayon ont parfois du mal à les mettre en relation. On fait vraiment ce que moi j'appelle plutôt du box-to-box, c'est-à-dire une fonction cognitive fonctionne comme une boîte et est très peu, comment dire, en tout cas dans l'évaluation, hein, j'entends bien que le thérapeute, lui, va être capable de faire le lien justement entre les fonctions cognitives, mais en tout cas, le test ne vous permettra pas vraiment de pouvoir faire ces associations, ces questions de compensation ou de superposition. Ces situations de vie réelle ou écologique, elles représentent un complément permettant de mieux connaître les difficultés du patient et par la même occasion d'accéder à des connaissances supplémentaires sur le fonctionnement cognitif. Avoir vraiment un patient dans sa situation nous permettrait justement de savoir est-ce qu'il compense ou est-ce qu'il superpose. Parce que finalement, est-ce que son trouble de la mémoire de travail, de mémoire à court terme, à long terme, son trouble attentionnel, exécutif, est-ce que dans sa vie de tous les jours, c'est handicapant? Je prends toujours l'exemple d'un médecin en TCC qui me disait, quand vous voulez, votre patient arrive, vous dit, ben voilà, j'ai la phobie de l'avion, j'ai peur de l'avion, etc. Très bien. Est-ce que ça vous gêne dans votre travail? Ben non, je ne prends jamais l'avion. Est-ce que ça vous gêne dans votre vie de tous les jours? Non, je ne prends jamais l'avion. Voilà. Dans ce cas, je ne vais pas dire qu'on va s'embêter à aller chercher à le soigner, mais on a vraiment le besoin de savoir comment fonctionnent les gens au domicile pour vraiment essayer de comprendre leurs difficultés, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qui les handicape dans leur vie de tous les jours. Et ça, c'est extrêmement difficile si on fait que du papier-crayon, par exemple. Et en fait, donc c'est ce que je dis, on va vraiment pouvoir parler du caractère handicapant et donc toutes ses répercussions dans le quotidien des malades. Parce que s'il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas de répercussion. Parce qu'elle peut être compensée ou alors elle est minime. Mais si elle est minime, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut rien dire. Ça peut vouloir dire autre chose. Et du coup, dans ce monde-là, il y a un peu deux visions qui s'opposent, ou en tout cas qui ont des objectifs complètement différents. Donc on a d'un côté les situations plutôt expérimentales de la neuropsychologie classique, donc la 1 et la 1.0, on va dire, allez, qui utilisent des tâches dont l'objectif est clairement déterminé, le déroulement linéaire, la durée relativement brève et le contexte hautement structuré. Je ne peux pas sortir de ce contexte. Je suis vraiment dans un couloir. Rien autour ne doit pouvoir venir me perturber. Et d'autre part, donc une autre vision, c'est plutôt les situations naturelles de la vie quotidienne où l'objectif dépend davantage des motivations du sujet, où plusieurs actions peuvent se dérouler en parallèle sur des durées beaucoup plus longues et le contexte est beaucoup plus ouvert, les distracteurs plus nombreux et moins prévisibles.
Au sein même de ces deux visions, je ne vais pas dire que c'est aussi non plus deux professions qui s'opposent dans le sens où peut-être que la neuropsychologie est plutôt dans la première vision, plus expérimentale, vraiment pour avoir quelque chose de très structuré, très linéaire, comparativement par exemple à des ergothérapeutes qui eux vont plutôt mettre une évaluation dans un contexte pour voir un peu qu'est-ce qui les motive, donc ce fameux occupational therapist. Ils font plusieurs choses en même temps, etc. Et pour autant, les deux informations sont extrêmement importantes à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir travailler ces deux visions en une seule, où on aurait d'un côté un environnement plus ouvert, où il pourrait se passer plein de choses et on apprendrait plein d'informations sur le patient, tout en gardant à certains moments quelque chose de structuré, un déroulement quand même linéaire, avec une durée variable, mais quand même des tâches dont l'objectif est clairement déterminé. Pas simplement baladez-vous, je vais voir ce que ça donne. Alors, premier objectif, là, ce soir, c'est vraiment de démontrer la pertinence des méthodes actuelles et l'emploi des nouvelles technologies pour des nouvelles méthodes de prise en charge. Donc ici, ça va être dans notre cas, aujourd'hui, le diagnostic. J'ai déjà fait un point sur la neuropsychologie, je crois, sur la rééducation il y a 2 mois. Vous pouvez le voir si vous voulez, il est encore disponible. Je ferai la suite prochainement, on verra ça plus tard. Et on va voir un peu, on va revoir pour ceux qui l'ont déjà vu, neuropsychologie 1.0, 2.0 et 3.0. Alors, l'évaluation et la revalidation neuropsychologique 1.0, c'est surtout celle qui s'appuie sur les tests ou les exercices ou les aides cognitives qu'on a traditionnellement appelées des formats papier-crayon. La 2.0, elle va plutôt utiliser des tests informatisés, des logiciels de revalidation et les aides cognitives électroniques, comme par exemple la TAP, typiquement, est un format 2.0. L'échelle de Bergego est 1.0. Alors, le but aujourd'hui, en tout cas, pas le but de ce webinaire concrètement parlant, mais le but de la neuropsychologie de manière générale aujourd'hui, c'est d'aller vers la 3.0. En fait, on entend de plus en plus parler de ce terme pour aller vers le plus écologique, au plus proche du quotidien et des activités de la vie quotidienne. Donc, on reprend la neuropsychologie 1.0, c'est le prolongement de la neuropsychologie historique, donc celle qui a commencé vraiment à la fin de la guerre, où on a commencé à découvrir les fonctions cognitives, comment ça fonctionnait, etc. Donc c'est vraiment ce prolongement, on a commencé à créer des batteries, papier-crayon, typiquement comme ici vous voyez le D2, et la neuropsychologie 2.0, en fait, quand il y a eu pas des reproches, mais des critiques qui ont été faites par rapport à l'aspect non écologique de la 1.0, il y a l'industrie des tests standardisés. Ils ont cherché justement à pousser la neuropsychologie vers une version plus moderne, mais par modernité, ils ont simplement ajouté des modifications cosmétiques. C'est-à-dire en ajoutant des informations psychométriques, bien sûr, mise à jour des normes de sous-tests, etc. En gros, ce qu'ils ont fait, comme on voit dans cet exemple-là, c'est qu'on est passé d'un D2 papier-crayon à simplement un D2 digitalisé. L'évaluation est la même, la façon dont on conçoit le fonctionnement cognitif et de la façon dont on imagine le diagnostic est exactement le même, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on garde, on n'a pas d'aspect plus écologique parce qu'on est passé sur tablette. Donc si vous voulez prendre des tests écologiques, vous voyez que simplement le test a été numérisé ou informatisé. Ce n'est pas un test 3.0, ce n'est pas un test écologique. Un test écologique sera vraiment dans un environnement virtuel, mais alors attention, parce que du coup il y a quelques pièges que je vous présenterai après également. Donc, maintenant on critique la 2.0 en disant que l'utilisation des nouvelles technologies, elle doit permettre de créer de nouveaux tests. Et donc pas simplement le transfert d'une neuropsychologie à une autre, mais vraiment créer de nouveaux tests avec cet aspect écologique pour évaluer et traiter les individus dans leur ensemble. Donc la réalité virtuelle, elle semble être la technologie se prêtant le mieux à cette nouvelle version de notre discipline et des neurosciences en général. Il y a un retard conséquent par rapport à d'autres disciplines d'information dans l'enseignement ou même en TCC par exemple, ou en psychologie, sur l'usage de la réalité virtuelle, ou en tout cas sur vraiment les aspects écologiques. Et ce retard également, où là maintenant, suite à la crise sanitaire, on se retrouve à se poser ces questions de télépsychologie, télémédecine, télédiagnostic, télérééducation. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a 10, 20 ans de retard sur des pays par rapport à ça.
Donc, voilà, on est clairement dans cette question-là aujourd'hui. Savoir est-ce que je peux diagnostiquer à distance? Est-ce que finalement le diagnostic doit être fait en papier-crayon? Je dois le faire en réalité virtuelle, en format informatisé? Toutes ces questions-là, on peut vraiment commencer à se les poser. On aurait dû se les poser il y a 10-20 ans, mais au moins on a le mérite de se les poser maintenant. Donc, cette neuropsychologie 2.0, elle a vraiment permis d'intégrer déjà le numérique dans les pratiques d'évaluation et de revalidation de neuropsychologique. Donc, ça permet déjà de répondre à une des critiques qui a été faite à la neuropsychologie 1.0. C'est vraiment sur les aspects déjà un peu plus sur la précision des tests, sur le côté aussi vraiment standardisé. Voilà, souvent on a tendance, et moi le premier, à ajuster un peu les consignes, à bien insister sur certains mots pour que les patients comprennent où est-ce qu'on veut en venir, etc. Et ça, du coup, ben, on perd. C'est pas qu'on perd des informations, c'est qu'on perd en standardisation, parce que du coup, le côté informatique permet de le faire, et on a aussi une plus grande finesse. Je veux dire, ce qu'on fait avec la table, on ne pourrait pas le faire en papier-crayon, par exemple. Donc, l'utilisation de logiciels pour l'évaluation neuropsychologique, elle est plus développée dans les pays anglo-saxons que dans les pays francophones. L'offre en termes d'outils étant plus réduite dans les pays francophones, elle est souvent centrée sur les mécanismes attentionnels. Vous allez avoir plus de possibilités de trouver des outils d'évaluation des fonctions cognitives attentionnelles informatisées que d'autres fonctions cognitives. Parce qu'au niveau des mécanismes attentionnels, comme on est au niveau de la milliseconde, on est obligé d'utiliser des interfaces informatisées pour pouvoir mesurer efficacement les processus attentionnels. Le problème, c'est que cette neuropsychologie 2.0, elle offre pas cette validité écologique qu'on attend comparativement à ce qu'on souhaite de la 3.0. Autre exemple ici, donc qui est, je crois, la WISC ou la Weiss. Voilà, c'est simplement ici qu'on a mis un peu au goût du jour dans une tablette ce test-là, où finalement maintenant c'est des couleurs, c'est fait un peu différemment, tous les timings sont là, mais c'est toujours la même chose. Il n'y a rien d'écologique là-dedans. C'est un mécanisme cognitif, ce n'est pas représentatif d'une activité du quotidien. Et ça, c'est un problème. Alors, la 2.0, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Je dis pas qu'il faut jeter à la poubelle. Non, non, il faut l'utiliser. Elle est là aujourd'hui. Utilisons-la, c'est super. Mais c'est souvent des ajouts plutôt esthétiques et qui sont pratiques pour le praticien. Tout est automatisé. Je lance le truc. À la fin, j'ai mon résultat. Super. C'est un gain de temps. C'est très bien. On a plus de temps de s'occuper de nos patients. C'est super. Mais c'est pas écologique et c'est en ça que c'est, pour moi, je trouve un gros problème aujourd'hui. Alors, là où il y a un problème aussi souvent, c'est quand on essaye de faire de l'écologique, mais qu'on n'en fait pas bien. On le fait pas bien. Ah oui, bien sûr, les ergothérapeutes font des évaluations écologiques, bien sûr. Euh, Après, souvent, c'est plutôt sous forme de questionnaire ou avec des. Alors, je suis pas ergothérapeute, hein, mais de l'expérience que j'ai, c'est souvent via des questionnaires et pas forcément sur une situation de la vie quotidienne. Je veux dire, on peut faire une évaluation dans une cuisine thérapeutique, ça c'est super, franchement, il y a rien de mieux. Mais quand on n'a pas la cuisine, faut se poser la question. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était ces deux visions qui souvent s'opposent, mais il faut justement qu'elles soient complémentaires. C'est en mise en situation, d'accord, ok. Mais dans ce cas, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de perdre des informations sur le contrôle expérimental, puisque ce que vous allez faire là, ça va peut-être dépendre aussi d'un jour à l'autre. Et je trouve aussi que le problème des mises en situation, c'est ce contrôle expérimental. Moi, j'ai eu plein de problèmes où il y a le téléphone qui sonnait, des patients qui venaient, et du coup, je perdais pas mal d'infos au domicile. Mais dans ce cas, c'est beaucoup plus facile au domicile qu'en milieu hospitalier. C'est pour ça, l'avantage d'être au domicile, c'est qu'on a le domicile du patient avec nous. Quand on est en milieu hospitalier, on va pas prendre la maison du patient et venir la mettre sur le parking. Donc, mais effectivement, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Dans l'idéal, si vous pouvez évaluer au domicile du patient, faites-le. Il n'y a rien de mieux, quoi. Après, si vous pouvez pas, vous utilisez des pièces témoins ou des appartements thérapeutiques. Et si vous pouvez pas, là, je vous conseille la réalité virtuelle pour avoir justement ces environnements de travail. Mais tout à fait d'accord avec vous, Isabelle. Au domicile, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, 3.0 ou 2.5, souvent, il y a, je ne vais pas dire que la frontière est mince, mais le problème est simplement la question dans l'habillage.
on va dire il faut faire une évaluation dans un contexte écologique. Ok, très bien. Donc on va faire un habillage écologique. C'est-à-dire qu'on va mettre un environnement qui correspond à une situation du quotidien. Le problème, souvent, c'est qu'on va reprendre des tâches 1.0 de type papier-crayon et on va les refaire dans un environnement 3D écologique. Et donc, typiquement, ce qu'on peut avoir, ce sont ce qu'on appelle, ce qu'on va par exemple ici le Stroop écologique, où vous êtes assis dans un appartement virtuel. On disait, bah voilà, c'est écologique, c'est un appartement. Ok. Mais la tâche n'est pas écologique, puisque c'est la même tâche qu'en papier-crayon, simplement dans un environnement qu'on a habillé. C'est de l'enrobage. Voilà, c'est le bonbon au chocolat où il y a l'amande au milieu et l'enrobage chocolat qui est autour, mais au final, vous n'avez pas un bonbon 100% chocolat. Et ça, c'est un problème. C'est de remettre une tâche écologique, une tâche qui est classique, type papier-crayon, simplement l'informatiser et l'habiller. Ça, c'est pas de la 3.0, c'est de la 2.5. L'évaluation écologique, elle doit être créée de toutes pièces dans un environnement écologique avec une évaluation écologique. Et c'est ça, toute la complexité, c'est de ne pas reprendre ce qu'on sait faire en 1.0, ce qu'on a déjà validé, ou en 2.0, et simplement mettre un emballage. Il faut être capable d'isoler la fonction cognitive au cœur d'un processus de cognition globale. Ça, c'est extrêmement compliqué. Quand je fais la cuisine, la mémoire de travail, à quel moment elle intervient? Est-ce que si j'ai un trouble, un déficit, une limite, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans mon comportement? Et ça, c'est extrêmement compliqué à imaginer et à créer. Et donc, il faut aller vers cette neuropsychologie 3.0 qui est plus adaptée aux questions écologiques de prise en charge de la réhabilitation contextualisée. Elle peut être appliquée grâce aux nouvelles technologies, donc grâce à la réalité virtuelle, mais elle doit surtout s'affranchir des tests classiques 1.0 et 2.0 et alors repartir à zéro, pas totalement, mais presque. Oublier les évaluations qu'on faisait et repartir vraiment à zéro. Il ne faut pas simplement recréer des tests déjà utilisés et les mettre dans un casque de réalité virtuelle. Ça, c'est des choses qu'on voit énormément. Faire des Stroop, des TMT en VR, utiliser des exercices type papier-crayon, ou qu'on pourrait simplement faire des jeux de cartes, où on pourrait faire travailler la mémoire, etc. Et simplement les mettre dans des casques de réalité virtuelle parce que ça n'a pas de sens. Il faut vraiment aller au bout du bout. Une situation quotidienne, faire ses courses, faire le ménage, faire la cuisine, aller au travail, prendre sa voiture et standardiser et essayer de voir quel est l'impact de tels troubles cognitifs ou quelles fonctions cognitives et quelles répercussions elles vont avoir dans le quotidien dans cette simulation. Donc c'est vraiment la partie qui est la plus difficile et c'est là-dessus que beaucoup de recherches se portent et c'est vraiment tant mieux. Donc cette réalité 3.0, elle est particulièrement... Alors déjà, c'est quelque chose qu'on disait déjà en 2001, hein, donc il y a 20 ans, on disait déjà qu'elle était particulièrement adaptée pour améliorer la validité écologique ou le niveau de pertinence qu'une épreuve ou un entraînement peut avoir au regard du monde réel. En fait, l'intérêt de cette approche, comme disait Monsieur Le Gall les professeurs Le Gall et Alain de l'Université d'Angers, c'est de créer de nouvelles situations de test et de réhabilitation. Ce que je disais juste avant, vraiment de nouvelles situations. À partir d'un développement de paradigmes expérimentaux suffisamment pertinents, les perspectives sont nombreuses, y compris par exemple en couplant les épreuves sous virtuelles et l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Ça, ce serait encore top. Ce serait même encore mieux de pouvoir voir des gens qui sont en train de faire une tâche cognitive écologique et de voir comment fonctionnerait par imagerie leur cerveau. Ça, ce serait vraiment extrêmement intéressant. C'est un peu compliqué parce que la technologie des casques fait que c'est très difficile de les utiliser en IRM, voire même impossible. Maintenant, peut-être en faisant du semi-immersif, il y aurait possibilité de faire quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, pour résumer cette première partie, c'est simplement par cet petit exemple de test 3.0 ou 2.0 où là vous êtes un enfant et on essaie de détecter un peu si vous avez un TDAH, donc on vous demande de fixer le tableau central et de cliquer quand un X apparaît et vous avez des distracteurs. Donc ici vous voyez un enfant qui va boire, est-ce que je vais être distrait par ce qui se passe ou pas du tout? Est-ce que je vais perdre des informations? Puis je vais regarder et finalement il y a d'autres trucs qui se passent, est-ce que je capte encore ce qui se passe au tableau? Alors l'emballage est bien, hein. C'est bien, on a un bel environnement. Bon, la maîtresse bouge pas trop, ça peut être un peu bizarre, mais voilà. Après, il y a des sons aussi. Je crois qu'il y a un camion qui passe, ou le bus, ou un enfant qui tousse, et du coup, vous êtes plutôt distrait, mais du coup, vous avez
la possibilité de perdre l'information qui est au tableau. On s'y rapproche, mais on n'est pas encore. La tâche n'est pas écologique. Je veux dire, en classe, on n'est pas en train de faire des choses comme ça. On est sur des choses qui s'en rapprochent dans le fonctionnement cognitif, mais en tout cas, dans la tâche en elle-même, on n'est pas sur quelque chose comme ça. Alors, il y a différents intérêts à utiliser la VR dans l'évaluation écologique. C'est ce qu'on va voir, quels sont les types d'intérêts. Alors, il y a de nombreux avantages. Ça, c'est déjà en 2004, on en parlait. Ils sont de plus en plus présents, comme on va voir. Alors, premier intérêt déjà ici, comme on voit, c'est vraiment d'avoir le contrôle expérimental et la validité écologique le plus élevé possible. Les tests standardisés ont un contrôle expérimental, mais une faible validité écologique. L'ordinateur augmente le contrôle expérimental, mais n'augmente pas tant que ça la validité écologique. La réalité virtuelle augmente le contrôle expérimental et augmente la validité écologique. Et en ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et on voit que dans les recherches, c'est quelque chose qui est en train de se développer, puisque si on prend simplement l'évaluation en réalité virtuelle, ici c'est le vert, donc ça commence à partir des années 98-2000, et on voit ça augmente ici jusqu'en 2016 comparativement aux batteries d'évaluation de type informatisé qui elles stagnent plutôt depuis les années 2008. Donc peut-être qu'on verra la tendance s'inverser, peut-être maintenant elle s'est déjà inversée en 2021-2022, et les années à suivre on aura vraiment cette inversion, on aura moins de travaux sur les batteries informatisées et plus en réalité virtuelle. Donc il y a vraiment un intérêt aussi au niveau de la recherche. Alors, donc ce que disait Rizzo, c'était que déjà, les avantages de la réalité virtuelle en neuropsychologie, c'est un environnement plus écologique, le contrôle, le paramétrage des stimuli, des réponses, la sécurité de la situation, c'est-à-dire qu'il ne peut rien arriver à votre patient. Vous pouvez brûler le poulet dans le four, il lui arrivera rien. Vous pouvez rater le test du gâteau au chocolat, il n'y arrivera rien à votre patient, soyez serein. La généralisation des apprentissages, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir apprendre quelque chose dans une situation et la reproduire dans d'autres situations. La standardisation des protocoles, surtout en rééducation, ça c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant, et l'optimisation de l'implication des utilisateurs. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, je suis plus motivé à l'utiliser, et donc forcément c'est plus optimisé pour que je sois plus impliqué avec tous les aspects de gamification, où peut-être que mon niveau a augmenté, je réussis davantage, alors du coup j'ai encore envie d'aller un peu plus loin, ce que j'appelle l'effet Candy Crush, je veux mon 3 étoiles. Et en même temps, ça minimise l'aspect artificiel de la situation. On a tous les feedbacks sur la performance, quasiment en temps réel. On enregistre tout du comportement et des performances. Ça permet l'étude de situations à risque, et en même temps, on garde la sécurité. Adaptation des environnements aux utilisateurs. En fonction de chaque personne, on pourrait envisager d'adapter l'environnement. L'adaptation des présentations et des interfaces aux contraintes cognitives et au handicap. Donc si on est en fauteuil roulant, par exemple, si on est peut-être avec un déficit visuel, auditif, c'est des choses qui peuvent être facilement adaptées. On peut également faire une gestion du déroulement en termes de pause, mettre des discussions avec le patient, et, reprendre les consignes, reprendre des explications avec lui, mais tout en gardant également la rigueur des situations d'expérimentation. Toute cette introduction des aspects ludiques aussi sont extrêmement intéressants. On sait que quand c'est ludique, généralement, ça peut être beaucoup plus motivant pour les patients. Et ça permet d'introduire une aide et une gestion directe des erreurs. Je fais une erreur, j'ai la possibilité d'aller obtenir une aide extérieure ou intérieure à l'environnement. Et dans ce cas, ça va être extrêmement intéressant. Alors, est-ce qu'on peut détecter les troubles de manière précoce? Alors, connaître le diagnostic permettra aux patients de prendre des décisions utiles pour gérer l'avenir, sachant que la maladie de type Alzheimer, par exemple, c'est pas d'emblée une démence, parce qu'au niveau du choix des soins, de la gestion du patrimoine, rédiger un testament, etc., ça peut être quelque chose qui doit être fait en amont, puisque quand on commence à avoir la maladie d'Alzheimer, on n'est pas tout de suite dément, donc il faut pouvoir en profiter pour pouvoir justement avoir encore la libre arbitre et de pouvoir encore exprimer ses choix. Et donc, c'est vraiment un peu un droit fondamental qui est donc la connaissance du diagnostic à ce stade. Donc, si on peut le savoir en amont, serait vraiment un droit qui permettrait de conserver son autonomie le plus longtemps possible. Et ça, c'est un droit qui est quasiment fondamental. Donc, le diagnostic au stade ambulatoire permet de mettre en route des actions de prévention vis-à-vis de situations de crise, que ce soit pour le patient, le personnel soignant ou
ou la famille ou les proches aidants. Les événements médicaux qui peuvent être parfois déstabilisants, tel un état infectieux, un traumatisme orthopédique, pouvoir commencer en amont à mettre en place des choses pour que on soit pas en difficulté pour choisir la bonne solution pour la personne qui est malade. Et donc aussi tous les troubles du comportement, parfois on est surpris de voir ce qui se passe, alors que si on le savait en amont, on peut déjà commencer à se préparer et ne pas être dépourvu face à la situation. En fait, il faut bien faire bénéficier une prise en charge médicamenteuse. Alors, souvent c'est plutôt sur des traitements symptomatiques, hein, mais ils ont quand même une efficacité qui est reconnue sur certains troubles cognitifs et du comportement et qui peuvent favoriser le maintien à domicile et améliorer la communication, à la condition bien sûr que ce soit mis avant vraiment qu'on ait de gros problèmes cognitifs. Alors, pour les proches, en fait, il faut vraiment savoir que c'est important de savoir qu'ils ont un interlocuteur qui est malade, ce qui évitera une mauvaise interprétation des signes de la maladie, qui favoriserait des situations conflictuelles et des réactions inappropriées. En fait, il faut prévenir les troubles du comportement pour pouvoir déculpabiliser l'entourage. Ça va permettre également d'adapter constamment l'environnement à une situation qui va évoluer. Cette situation, elle va soulever des questions dont les réponses ne sont pas toujours simples, comme par exemple la conduite automobile. Si mon parent va développer dans les années à venir une maladie de type Alzheimer ou Parkinson ou autre, quid de la conduite automobile, où là on sait que c'est oui ou c'est non, mais il y a d'autres situations où ce sera peut-être beaucoup plus nuancé ou nuançable. Donc l'établissement, donc tout est une question vraiment d'anticipation. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que si on arrive à détecter de manière précoce, on va pouvoir anticiper les problèmes à venir. Et on sera plus en train d'essayer de rattraper notre retard, mais plutôt d'anticiper les problématiques. L'établissement d'un diagnostic précoce est justifié aussi pour que les personnes atteintes et leur entourage puissent bénéficier d'une prise en charge professionnelle et cohérente le plus rapidement possible. Mise en place d'un suivi ergothérapeutique à la maison, voir si on ne peut pas adapter l'environnement, psychologique aussi pour la famille, le proche aidant et le malade, mais pas forcément, comme je viens de l'expliquer, qu'il soit purement médicamenteuse, puisque l'efficacité reste encore modeste. Hein. Un entourage bien conseillé dès le début va influencer de manière positive l'évaluation de la maladie. Donc, les aides cognitives, elles vont permettre une meilleure gestion des difficultés par des stratégies compensatoires et le maintien des activités des secteurs non affectés. Donc ça, c'est pourquoi on doit essayer de détecter de manière précoce. Maintenant, est-ce que cette réalité virtuelle, elle permet de mieux discriminer? Est-ce qu'elle est plus sensible? Alors, là, je vais commencer à vous présenter des petits exemples. Donc ici, on va voir un premier exemple d'une étude de Widman et collaborateurs qui est donc plutôt sur les déficits mnésiques de tous les jours dans la maladie d'Alzheimer. Donc, on va comparer ici une évaluation de type réalité virtuelle au CVLT, donc pour des sujets âgés versus des sujets de type Alzheimer. Et on va mesurer les performances en CVLT au rappel versus les performances en réalité virtuelle pour des patients âgés. Et en fait, on s'est rendu compte que les performances en réalité virtuelle sont plus faibles, puisque 20% seulement, que par rapport au CVLT, où on n'a que 40% donc pour le groupe Alzheimer. C'est-à-dire qu'en fait, la même épreuve, ou en tout cas le même mécanisme, la même fonction cognitive, elle est plus sensible son évaluation est plus sensible en réalité virtuelle, puisqu'ici on voit qu'on ne ramène que 20% versus 40% pour le groupe qui a une maladie d'Alzheimer, ce qui n'est pas le cas pour le groupe avec les patients âgés, puisqu'on voit que les performances en CVLT et en VR sont les mêmes. Ce qui veut dire que la VR, en tout cas, elle est beaucoup plus sensible. Et parce que du coup, dès que des petits troubles cognitifs viennent, on va dire, assombrir le tableau, on va pouvoir les mesurer plus rapidement, mais ici de manière plus précise. Alors, dans cette étude, on voit que les épreuves en VR, ils ont donc une tolérance qui est plus faible qu'un test papier-crayon. Donc, c'est-à-dire qu'une personne en début de processus dégénératif, elle aura des performances plus faibles qu'un groupe contrôle s'il utilise un test en VR. Donc, on peut prendre plusieurs patients ou des gens qui ne sont pas du tout de pathologie et si on les met en VR, on aura peut-être des sorties de données significatives, c'est-à-dire qu'on a une pathologie qui s'installe qu'on n'aurait peut-être pas détectée en papier-crayon. En fait, le test en VR, il est beaucoup plus sensible que le test papier-crayon. C'est-à-dire qu'on va limiter les oublis ou les faux négatifs par rapport aux patients. On le voit ici, puisque en bleu,
Euh, donc ici, ce sont les groupes pour les personnes âgées. Donc on n'a pas de différence entre, enfin, avec le nombre d'essais, hein, on n'a pas de différence chez les personnes âgées qui n'ont pas de troubles, que ce soit en VR ou en CVLT. C'est-à-dire qu'ils discriminent bien si on est un patient qui est malade ou pas malade. Et si on voit que des patients qui ont un Alzheimer, on voit qu'il y a un écart quand même qui est énorme entre la VR et un groupe en VR, pardon, dans le groupe qui a une maladie d'Alzheimer. Et après, il y a d'autres études qui ont démontré exactement les mêmes résultats, que ce soit Albani et collaborateurs, Huck et collaborateurs, et même Klinger, que je vais vous présenter juste après. Donc, de manière générale, les tests en VR, donc les environnements et les tâches écologiques, ils permettent de mieux discriminer les états pathologiques. Donc déjà, du pathologique au non pathologique, plus sensible, mais également pour des gens qui seraient un peu limites, qui auraient des scores limites, on sera capable de dire si le score est pathologique ou non pathologique. En fait, est-ce qu'il est vraiment plus sensible, quoi. Et donc, on va vraiment pouvoir identifier des troubles cognitifs et également se poser la question du handicap. Donc, l'étude de Klinger, comme je disais, en 2006, donc c'était dans un environnement, c'était un magasin virtuel. Donc, on va mesurer le temps total, le nombre d'étapes nécessaires pour la réalisation de la tâche, le nombre d'actions correctes, incorrectes, etc. Et on va pouvoir voir, comme ici, avoir les tracés du patient dans son environnement. Il a toute une liste de choses à faire pour pouvoir mesurer son fonctionnement. Alors ici, je veux au niveau de la procédure, hein, vous avez ici, vous voyez, vous avez votre patient qui déambule dans l'environnement, il y a toute la liste des choses que vous devez acheter, et puis après, vous avez ici le montant à payer avant la sortie. Donc, voilà, c'est une procédure classique de je fais mes courses, hein, tout simplement. Alors, au niveau des résultats, on obtient des tableaux de score pour des sujets sains, donc ce qu'ils ont d'abord fait chez des sujets sains, on a justement le total en mètres de la trajectoire. Donc un patient en moyenne, il a fait 209-210 mètres. Ça a duré 662 secondes. Le nombre d'items, c'est de 6. Pour les actions correctes, on en a 10. Les actions incorrectes, on en a 3. Nombre de pauses, 26. Nombre total des pauses, 348 secondes. Et le temps pour payer, 4 secondes. Donc, une fois qu'on a ce tableau-là, on sait comment fonctionne un patient, une personne qui n'a pas de problème dans ces environnements-là. On va ensuite mettre les patients, les gens qui ont des problèmes ou dont on a une suspicion de problème, et on va voir et on va comparer les résultats donc par rapport aux autres. Donc ici, on a fait ça avec des patients parkinsoniens et on va constater des différences sur les aspects de l'organisation spatio-temporelle et sur la vitesse de traitement de l'information. Donc là, ici en haut, vous avez la trajectoire d'un patient parkinsonien, on voit beaucoup de pauses, beaucoup de détours, des trajets un peu entre guillemets anarchiques, contrairement à la trajectoire d'un sujet contrôle qui est beaucoup plus lisible avec des pauses beaucoup moins fréquentes. Et ensuite, on va avoir des éléments vraiment de comparaison. Donc, comme je disais, ici l'organisation spatio-temporelle, à savoir la distance qui est faite. Par rapport au groupe contrôle, on a plus de 150 mètres d'effectués en plus. La durée, c'est quasiment en termes de minutes, 2 fois, on passe de 12 minutes à 28 minutes. Le nombre d'arrêts est aussi doublé. Enfin, on a vraiment cette possibilité de comparer. Et ici, les temps pour les premières actions, le temps pour payer, la vitesse de manière générale, tous ces éléments-là sont significatifs et permettent de vraiment discriminer les gens entre eux. Donc, ce qui se passe, c'est que en fait, on peut évaluer des pathologies déjà installées, mais on va aussi également pouvoir évaluer des pathologies qui sont en train de s'installer, dont on a un doute. Donc, par exemple, si on a un doute sur un patient qui pourrait présenter un Parkinson, si on le met dans cet environnement-là, on aura son diagnostic avant de l'avoir en papier crayon, par exemple. On aurait peut-être pu un décalage de 6 mois à 1 an. Et là, on serait sur quelque chose qui pourrait être beaucoup plus rapide. Donc, comme je disais juste avant, la prise en charge précoce, elle a quand même un impact fort positif sur la prise en charge. Donc, la sensibilité, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, plus on a des épreuves qui sont sensibles, mieux on pourra discriminer les patients entre quelqu'un qui a une pathologie et pas, et quel type de pathologie, comment elle s'installe et comment elle va arriver au fur et à mesure. Alors, au niveau des exemples de diagnostic en VR, il faut savoir que ça a été extrêmement difficile d'en trouver parce que
terme diagnostic, il reste quand même assez vaste. En fait, il faut savoir que déjà, il existe une différence qui est importante entre un outil de diagnostic et un outil de mesure de la cognition, mais qui peut servir à l'élaboration d'un diagnostic. Donc ça, c'est des choses complètement différentes. Donc parler d'outils de diagnostic, de réalité virtuelle des troubles cognitifs, c'est extrêmement compliqué et très 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 rare, puisqu'il faut savoir que pour obtenir un label, une accréditation en tout cas, comme étant outil de diagnostic, ça demande des études spécifiques, des certifications européennes, des normes ISO de type médical 13485. Enfin, tout ça, c'est de l'administratif, mais c'est un processus qui est très long et très coûteux pour les entreprises, donc il est très peu utilisé. Mais il y a quand même des outils qui sont disponibles. Faut pas très compliqué, mais comme je disais, en France ou dans les pays francophones européens, ils sont très très rares. Vous pouvez les avoir dans d'autres pays, mais en tout cas c'est très très compliqué. Donc là j'ai pris l'exemple pour le diagnostic du TDAH. Donc c'est Nesplora qui est une entreprise espagnole pour le coup, et donc qui présente. Donc je vais vous le mettre juste là. Donc cet outil, donc c'est un casque où vous mettez simplement l'écran. Alors j'espère que l'enfant a plus de 12 ans. J'ai pas l'impression, mais voilà, faut savoir que normalement le casque c'est 12 ans. Alors c'est exactement comme l'épreuve de Rizzio, quasiment. Vous avez exactement le même principe dans une classe virtuelle et vous allez vérifier ce que va faire le patient. Alors la tâche c'est pas exactement la même, mais on n'est pas encore dans du 3.0, on reste encore dans du 2.5, mais bon, ça reste quand même. Voilà, c'est disponible. Vous voyez ici, on voit qu'il y a, on voyait juste avant, medical device, certification européenne, tout ça correspond à toutes les normes, etc. Et ça a pris énormément de temps. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux, ça leur a pris un temps dingue. Mais en tout cas, voilà, grâce à ça, vous auriez la possibilité de faire un diagnostic assez spécifique. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est plutôt l'évaluation des processus attentionnels chez l'enfant, par exemple, l'évaluation des processus d'apprentissage chez l'enfant et les étudiants, et l'évaluation des processus attentionnels et mémoire de travail plutôt chez l'adulte. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir leur site Nesplora. Donc, ils ont une version en anglais ou en espagnol. Ils ont quelques éléments qui sont en français. Donc, il y a différentes gammes de prix, soit à l'usage, soit par mois, soit à l'année. Donc voilà, c'est avec des plans d'utilisation limités ou illimités. Et vous avez différentes gammes de prix et des versions francophones. Alors tout n'est pas en français. Je crois que l'Aquarium, par exemple, il est en français. Le Hola est aussi en français. Mais après, voilà, il faut se rapprocher d'eux pour avoir tous les éléments. Alors ensuite, il y a un exemple laboratoire. Je ne pense pas qu'il soit disponible à l'achat. Mais ici, c'est sur la mémoire prospective, donc c'est une tâche de mémoire prospective qui a comparé des groupes contrôle et des groupes MCI. Et donc la tâche est de compléter 3 actions en réalité virtuelle versus compléter 2 actions dans la tâche traditionnelle. Donc là, en vert, il faut nourrir le poisson dans l'aquarium, fermer le ventilateur et prendre le bail. Et en classique, il faut donner un objet personnel à l'évaluateur et lui redemander à la fin de la session. Demander la carte d'affaires de l'évaluateur lorsque ce dernier indique que la moitié de la session est complétée. Donc ça, c'est les tâches à faire en classique. Et en fait, ce qu'ils ont, au niveau de leurs résultats, ils ont trouvé une différence significative entre les deux groupes à la tâche virtuelle de la mémoire prospective. Donc il y a une différence entre le papier crayon et le VR. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu et c'est ce qu'on revoit encore maintenant. Il n'y a pas de différence entre les deux groupes au test traditionnel de mémoire prospective. Donc c'est-à-dire que le test traditionnel est peu sensible entre des gens qui ont un MCI et des gens qui n'ont pas de MCI. C'est-à-dire que le test papier-crayon ne sera pas capable de détecter si ces gens-là sont malades ou pas malades. Et il y a une corrélation significative entre la tâche de réalité virtuelle et le MoCA, mais pas entre la tâche traditionnelle et le MoCA. C'est-à-dire que la tâche papier-crayon ne peut pas faire de lien avec une évaluation cognitive globale comparativement à la réalité virtuelle qui, elle, rentre plutôt en lien par rapport à ça. Alors, pour résumer cette première partie, avant de répondre à vos questions si vous en avez, la partie qu'on a vue aujourd'hui, c'était vraiment de voir que la VR, elle permet de mettre en évidence des troubles cognitifs alors qu'une évaluation classique ne pourrait pas détecter. Elle la détecterait à un moment ou un autre, mais quand les troubles sont vraiment installés. L'avantage de la VR, c'est que même quand les troubles ne sont pas forcément visibles, en tout cas très symptomatiques, la VR, elle permettrait de les mettre en amont. Il est donc possible de détecter plus précocement des maladies de type Alzheimer ou Parkinson, et même d'autres pathologies, parce que là, on s'est plutôt focalisé là-dessus, mais il faut encore faire des études pour connaître tous les marqueurs et les précurseurs. Sans savoir quels sont les précurseurs ou les marqueurs de ces pathologies-là,
on ne sait pas sur qu'est-ce qu'on doit mesurer finalement. En plus de ça, on ajoute l'évaluation écologique qui est donc plus naturelle, plus spontanée. Mais il y a également davantage d'informations qui sont apportées avec la VR, donc notamment tout ce qui est handicap, etc. Donc il faut savoir que la réalité virtuelle, elle possède une plus grande sensibilité aux déficits cognitifs légers et elle peut aussi contribuer à établir plus précocement un diagnostic ou objectiver des déficits subtils mais réels. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant. Alors, ici on a un tableau récapitulatif que je trouve qui est bien fait, qui reprend en fonction des types de tests, papier crayon, écologique et réalité virtuelle. Et voilà, on voit que la réalité virtuelle coche toutes les cases. Mise en situation réelle, elle coche. Évaluation neuropsychologique, c'est faisable. Simplicité, bon alors. Après voilà, c'était il y a 10 ans, donc c'était encore un peu difficile. Je pense que ça a dû augmenter depuis le temps. Analyse quantitative fine de type temps de réaction, elle le fait au top. Analyse qualitative fine des stratégies utilisées, analyse de trajectoire, elle le fait. Plus sensible. Et en réhabilitation, également, elle peut le faire. Transfert des acquisitions dans le monde réel, elle le fait au top. Motivation, qui est donc due à cet aspect ludique, elle le pousse aussi à son maximum. Et elle peut évaluer l'efficacité du traitement, elle le fait au maximum. Voilà, ce tableau-là reprend concrètement tout ce qu'on essaie de démontrer avec l'usage de la réalité virtuelle par rapport au papier crayon. Je dis pas que c'est le must-have, hein, mais c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment commencer à réfléchir et se dire, ok, il y a quand même beaucoup d'avantages à utiliser la réalité virtuelle. Mais, alors attention, faut savoir quand même qu'une application VR, elle ne pourra que très rarement établir à elle seule un diagnostic. Comme je disais tout à l'heure, il va falloir accumuler les informations comme on fait classiquement avec des tests papier-crayon. On a besoin de plusieurs informations pour pouvoir établir un diagnostic. C'est un mécanisme qui est long et coûteux pour les entreprises et les organismes à mettre en place et à créer. Il faut plutôt que chercher des évaluations cognitives en VR pour remplacer les tests classiques et combiner, je fais une petite faute de frappe, et combiner les tests entre eux. Et la question c'est, est-ce adapté pour tout le monde? Là, c'est extrêmement compliqué puisque bien évidemment tous les patients ne vont pas adhérer. Il y a des problèmes cybersickness, etc. Mais ça va dépendre vraiment de cette problématique des outils, des technologies à utiliser. Est-ce que j'utilise simplement un écran, une manette? Est-ce que j'utilise un casque? Est-ce que ça correspond à mon patient? Est-ce que ça va pas lui correspondre? Est-ce que j'ai l'espace suffisant pour le faire, les moyens suffisants pour le faire également? Donc ça aussi, c'est ces questions-là qu'il faut pouvoir se poser. Dans les prochains rendez-vous, je suis en train de voir avec des personnes pour justement essayer plutôt de parler du diagnostic dans une deuxième partie pour vraiment essayer d'échanger avec quelqu'un qui a créé un diagnostic en réalité virtuelle. La rééducation, donc la deuxième partie sur la rééducation. La VR en ergothérapie, donc là c'est pareil, j'ai un ergothérapeute avec qui on va pouvoir échanger et discuter de tout ça tous ensemble. Et la VR pour la formation également. C'est pas non plus que pour la rééducation, c'est aussi pour deux aspects. Je trouve que pour la formation dans notre corps de métier, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Alors, la bibliographie, j'ai mis les 4 principaux. Forcément, il y a toujours le traité de neuropsychologie clinique, tome 1, qui est toujours présent, mais qui est extrêmement important pour reprendre les notions, les bases. L'étude de Klinger et tout ce qu'elle a fait autour de ça, sur l'apport de la réalité virtuelle à la prise en charge des troubles cognitifs. Jolivet qui est 2018, qui lui a énormément travaillé sur neuropsychologie et technologie numérique, la neuropsychologie 1, 2 et 3.0 et des jeux de Sozéon et Nkua de Bordeaux, plutôt la réalité virtuelle au service de l'évaluation clinique. Voilà, donc je vous remercie, je suis un peu désolé pour les petits bruits ambiants qu'il y a eu, les petits couacs. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Sinon, si c'était clair, tant mieux. Si vous avez besoin que j'aille un peu plus loin dans une notion, n'hésitez pas. Non. Bonjour Alice, du coup. Voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir les autres vidéos si ça vous intéressait vraiment là sur le diagnostic. J'en ai déjà fait un peu sur la rééducation et voilà, merci.
Ah oui, je vais essayer de le terminer assez vite, sur aller sur l'ergothérapeute. Je suis en train de l'écrire, mais voilà, ça prend un peu de temps. Et, euh, et voilà. Donc, si vous voulez vous tenir au courant, vous avez beaucoup de sur LinkedIn, Facebook ou même directement sur la table, sur YouTube, vous pouvez avoir si vous voulez rien rater vraiment. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'informations, je suis d'accord, mais je suis en train de mettre en place des petites brèves d'informations de 4-5 minutes où vraiment je reprends un concept très précisément et j'essaie d'aller plus loin. Je suis un peu dans un format très universitaire, ça je suis complètement d'accord. Maintenant, vous allez pouvoir revoir, euh, comment dire, vous pouvez les revoir en replay, quoi. Donc il y a pas de, il y aura, si vraiment il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller en replay sans problème, reprendre un élément qui vous a, euh, qui vous intéresse un peu plus pour reprendre les références, les chiffres, etc. N'hésitez vraiment pas. Je crois que je ne l'ai pas enregistré celui-là, mais si jamais ça marche pas, je le referai de mon côté. Vous l'aurez dans ce cas demain. Mais je crois qu'en théorie, YouTube va les garder en place. Merci à vous en tout cas, si ça vous intéresse, c'est vraiment super. C'est vraiment top quoi. Merci beaucoup. En tout cas, ça me motive à continuer. Voilà, j'en suis déjà à 5, j'ai prévu d'en faire 12. Et après, l'année prochaine, je recommencerai le même cycle en ajoutant des nouveaux éléments ou peut-être en coupant en deux. Donc ça ferait 24 pour qu'il y ait, ce soit moins condensé et aérer un petit peu plus au fur et à mesure. Quoi. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, bah, comme il n'y a plus de questions, de toute façon, si vous avez des questions, vous avez mon mail qui doit s'afficher quelque part, je sais pas où, mais qui doit s'afficher normalement, si je ne dis pas de bêtises. Là, ici, voilà, là vous avez mon mail qui doit s'afficher. Et donc voilà, sinon vous avez tous les liens, LinkedIn, Facebook, YouTube, enfin vous pouvez me trouver soit avec mon nom, soit directement en citant le nom du projet, vous devrez pouvoir trouver ça sans problème. Ben, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée et bon courage et à très bientôt.